Merci de vous être joints ce matin. On est moins que prévu. Probablement que le froid a empêché certains de démarrer leur système. Mais à vous tous, un bienvenue. Mon nom est Jean Hébert. Je suis coordonnateur pour la FARPO pour la région d'Ottawa et de l'Est. Et je m'occupe aussi d'appuyer le réseau, le nouveau réseau qui a été créé il y a un peu plus d'un an, le nouveau réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. Et on a des activités régulières et je vous invite à consulter notre site web parco.ca sous l'onglet euh, RPM Info Maltraitance. Vous allez voir une liste d'activités ou de programmations ou d'ateliers webinaires qu'on peut offrir à tous les mois. Notre rencontre d'aujourd'hui fait partie des activités du réseau euh, et aujourd'hui, on va traiter de bienveillance. Bon, on parle de prévention de maltraitance, mais aujourd'hui, on va traiter de bienveillance avec un conférencier de marque qui est Jean-François Pinsonneau. Et pour vous présenter rapidement Jean-François, bon, avant de vous le présenter, je pense qu'il faut faire la lecture de la reconnaissance des territoires pour souligner que l'Ontario est situé sur les territoires traditionnels des peuples autochtones. Ces terres comprennent celles des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous reconnaissons et respectons les droits, les cultures et les contributions de ces communautés autochtones à travers l'Ontario et au-delà. Donc, encore une fois, notre thème d'aujourd'hui va porter sur la bienveillance et je vous fais une présentation rapide de Jean-François qui pourra compléter avec au début de sa présentation. Jean-François Pinsonneau est praticien en développement organisationnel, consultant, médiateur, coach, avec plus de 45 années d'expérience. Il est certifié par Age Safe Canada, auteur du livre Vieillir chez soi, oui, c'est possible, et du récit Last Touch. Donc, Jean-François, je vais te laisser aller sur ça. Et encore une fois, mettez vos micros en sourdine, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, on va les prendre à la fin. Vous pouvez aussi les inscrire dans le chat ou la boîte de clavardage. Mais à la fin, on aura une période d'échange, commentaires et de questions que Jean-François, c'est pas un plaisir de répondre et de participer. Donc, Jean-François, c'est à toi. Merci, merci beaucoup pour la présentation. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Euh, Comme vous le voyez sur votre écran, être bienveillant. Il faut toute une planète pour prendre soin de nos aînés. Lorsque j'ai fait la recherche pour mon dernier livre et j'ai, je me suis approprié d'une phrase que ça prend tout un village pour élever un enfant. Et étant un aîné moi-même, j'ai trouvé que c'est toute une planète qu'on a besoin pour prendre soin de nos aînés. Euh, j'ai, En faisant ma recherche, j'ai décidé pour aujourd'hui de mettre l'enfant sur le côté positif au lieu de parler de malveillance et de maltraitance. Je voulais aborder le sujet par bienveillance et bientraitance. En faisant ma recherche, j'ai trouvé qu'il y a le lien là, qui est au bas de la page qui détermine qu'il y a un peu de différence, malgré subtile, entre la bienveillance et la maltraitance. La bienveillance est la volonté de faire du bien à autrui, de lui témoigner de l'affection, de leur fournir de la considération, tout ça sans nécessairement avoir une relation de soins ou de protection. C'est des choses qu'on peut voir tous les jours. À chaque jour, hier, j'ai dû aller à Ottawa et puis on le voit sur la route, partout, comment est-ce que les gens n'ont pas beaucoup de bienveillance envers autrui. La bientraitance, quant à elle, est une attitude professionnelle qui consiste à prendre soin en respectant la dignité et en protégeant les risques de maltraitance et en cherchant à assurer le bien-être physique et psychologique.
La bientraitance est une notion qui s'applique particulièrement pour les professions, surtout au niveau santé, l'éducation ou encore à l'aide de la personne. Dans tous les cas, la bienveillance et la bientraitance sont des attitudes essentielles pour favoriser le bien-être de chacun et pour établir des relations de confiance et de respect mutuel. C'est des choses qu'on peut faire, qu'on fait toujours. Ce que j'observe, c'est que, étant, comme je disais, un aîné moi-même, ça commence avec, lorsqu'on est jeune, comment est-ce qu'on est élevé par nos parents, notre environnement, etc. Alors, l'éducation familiale est vraiment un point de départ très important pour quelqu'un qui développe sa bienveillance et sa bientraitance. Pour faire un genre de sommaire rapide, lorsqu'on parle de bienveillance, on parle de la bienveillance est une attitude générale d'empathie et de compréhension envers soi et les autres. Et je dis soi parce que ça commence par soi. Il faut être bienveillant envers soi d'abord, parce que si on n'est pas bienveillant envers soi, c'est difficile de l'être envers les autres. La bienveillance peut être appliquée dans toutes les situations de la vie quotidienne et par chacun de nous, peu importe l'âge, la situation, la culture, etc. La bienveillance implique une volonté de bien faire du bien sans attendre de retour. Autrement dit, d'aider, d'avoir de l'empathie, de supporter, d'appuyer, sans nécessairement exiger un retour. C'est juste le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Lorsqu'on parle de bientraitance, la bientraitance concerne surtout le traitement de toutes les personnes vulnérables. Euh, la bientraitance s'applique à des situations particulières comme le traitement des personnes âgées, évidemment, notre sujet aujourd'hui, d'enfants en situation de vulnérabilité, de personnes avec des défis physiques, émotionnels et psychologiques. Alors, ça s'approprie à tout le monde, à toutes les gens. Euh, la bientraitance implique le respect des droits et de la dignité de toutes les personnes vulnérables. Autrement dit, il faut toujours se rappeler comment on peut apprécier les choses de chaque jour, mais aussi aider les gens à apprécier les choses de chaque jour. Et comme je disais tantôt, ça commence par soi. C'est peut-être le point le plus important là, que je voulais faire ce matin. Ça commence par la bienveillance envers soi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai écrit un livre? Où est-ce que ça te sort? D'où je suis? Oui, je suis praticien en développement organisationnel, mais pendant près de 15 ans, j'ai été le proche aidant de ma mère. Mon père est décédé en 1980 dans son sommeil d'une crise cardiaque. Alors, c'était très difficile pour ma mère, définitivement, et pour tous les enfants. Et 2 ans après, en 1982, ma mère a dû être hospitalisée. Et puis, alors, euh, elle était incapacitée au niveau physique. Alors, après avoir passé quelques mois à l'hôpital de Montréal, on était à l'Institut neurologique de Montréal. Elle voulait retourner à la ferme parce qu'on était des fermiers, elle avait une ferme, on avait des animaux, etc. Alors, les premières 10 années, elle a vécu dans sa maison, la ferme. C'est ça qu'elle voulait, donc c'est ça qu'on a organisé. Et après, pendant toute cette période-là, régulièrement, j'allais la voir, je la visitais tous les 2 fins de semaine, etc., mes vacances, etc. Et je lui demandais toujours de venir vivre avec moi, puis elle disait toujours, pas aujourd'hui, un jour peut-être. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et puis à un moment donné, elle m'a appelé entre 2 visites et m'a dit, est-ce que l'offre est encore bonne? Effectivement, elle l'était. Donc, elle est déménagée chez moi ici à Ottawa et elle a vécu avec moi pendant un autre quasiment 5 années. Alors, durant cette période-là, durant ces près de 15 ans-là, j'ai été capable d'observer et appris comment adapter son environnement à ses besoins changeants. Euh, Évidemment, le récit Lasting Touch, c'est notre histoire. Malheureusement, je l'ai seulement écrit en anglais, mais c'est notre histoire de ces 15 années-là.
l'impact monstrueux de la COVID-19 sur les aînés et des établissements de soins de longue durée et des résidences avec services et la maltraitance de la part des paliers gouvernementaux responsables de la santé publique m'a suscité. Et j'utilise un mot plus doux, là, mais c'était beaucoup plus volatile et verbal quand j'ai fait cette décision-là. J'ai décidé de faire quelque chose. Je m'étais occupé de ma mère pendant près de 15 ans, donc je savais que j'étais en mesure de faire quelque chose pour les aînés en général. Alors, durant cette période-là, ben, il y a une évolution. J'ai visite régulièrement avec mes parents quand mes parents étaient tous les là. Mon père en 80, comme j'ai dit, l'Institut neurologique, comme je mentionnais. Et puis, malgré l'objection du système de santé et de ma propre famille, ma mère voulait retourner à la ferme. Donc, j'ai pris en main et elle est retournée. J'ai embauché une dame de compagnie qui vivait avec elle, habitation partagée. J'ai aménagé sa chambre au rez-de-chaussée. C'est une ferme. Il y avait 15 pièces, 7 chambres à coucher. Heureusement, il y avait une chambre de bain aux 2 étages. Donc, je l'ai installée à l'étage du rez-de-chaussée pour être capable vraiment là, obligé de monter les escaliers, puis d'être confortable et puis vraiment là, de continuer sa vie de qualité. Alors, à tous les 2 fins de semaine, je descendais. À chaque fois que j'y allais, je voyais une diminution de ses capacités pour manœuvrer son environnement. Ça a commencé par la cuisine, essayer d'accéder à des choses dans les armoires qui étaient trop hautes. Puis là, on voulait monter sur un escabeau, moi, je ne voulais pas, etc. Donc, j'ai développé un outil qui est dans le livre d'ailleurs pour comment faire un inventaire, d'identifier les choses qu'elle utilisait régulièrement, puis des choses qu'elle utilisait occasionnellement, puis des choses qu'elle n'utilisait pas. Alors, tout ça, ça m'a permis vraiment là, de focusser et d'identifier des solutions à ces défis que je voyais à chaque deux fins de semaine. J'ai adapté la cuisine, comme je disais au début. J'ai éliminé tous les risques ou même les minimiser quand je ne pouvais pas les éliminer. J'ai éliminé tous les risques de chute ou de trébuchement. J'ai même ajouté un deuxième système de chauffage parce qu'à la ferme, on chauffait au bois. Donc, il fallait descendre au sous-sol, etc. Au moment où tu n'es pas capable de faire ça, ni la dame de compagnie. Donc, j'ai installé un deuxième système de chauffage. Moi, je me servais du système au bois quand j'y allais, mais à part de ça, elle avait un autre système qui était à l'électricité. 10 ans plus tard, elle a accepté de venir vivre avec moi dans la région d'Ottawa. J'ai acheté une maison plein pied, un bungalow, et que j'ai aménagé à ses besoins et à mes besoins aussi. Durant la période qu'elle vivait, dans les 6 mois qu'on a fait la préparation pour qu'elle déménage avec moi, j'ai demandé à Denise, qui était la dame de compagnie, d'identifier toutes les choses, les meubles, les accessoires qu'elle utilisait fréquemment. Elle mettait un genre de morceau de tape vert là, à l'arrière des choses. Donc, quand il y a eu le temps de déménager, ben, je savais que je ne pouvais pas tout apporter, mais je savais ce qu'elle voulait. Quelles sont ses choses. Sa chambre à coucher, évidemment, au complet, mais son fauteuil préféré, etc. Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai acheté une maison aux abords de la ceinture de verdure, Carlsbad Springs, si vous êtes dans la région. Et puis, là, c'est un système de chauffage à air circulé. C'était beaucoup plus confortable pour elle. Euh, alors, c'était vraiment une perspective intéressante. Puis à mesure qu'elle vivait avec moi, j'avais vu des choses quand elle était à la ferme, mais là, elle vivait avec moi, on se voyait tous les jours. À ce moment-là, l'Ontario offrait 3 heures par jour, 5 jours par semaine de services gratuits pour les aînés. Malheureusement, on a régressé. Et moi, j'avais additionné un autre 2 heures par jour. Donc, maman était jamais seule pendant une période de 5 heures. Donc, le matin, elle était seule, le soir, mais seulement pour une demi-heure, 3 quarts d'heure. Évidemment,
à mesure que je voyais ces défis, ben, elle avait des défis de mobilité et ses yeux aussi, elle avait été diagnostiquée comme étant aveugle. Alors, j'ai fait toutes sortes d'améliorations et puis c'est là que j'ai découvert, par des hasards, des situations malheureuses, mais qu'elle était diabétique. Donc, avec des médicaments, ça l'a éliminé la problématique de sa mobilité parce qu'elle était capable de marcher. J'ai ensuite fait un suivi au niveau de ses yeux. Elle avait des cataractes, elle n'avait jamais été diagnostiquée. Donc, on a fait la chirurgie. Donc, elle a retrouvé sa vue, une grande proportion de sa vue. On a fait des modifications de ses habitudes alimentaires et les miennes, évidemment. La dentition, des nouvelles lunettes, des vêtements adaptés et des chaussures adaptées. J'ai trouvé compagnie, il y a eu des situations là, assez malencontreuses, mais on a trouvé des fournisseurs qui faisaient des meubles, mais qu'il y avait un autre, qui avait une association qui faisait des vêtements avec velcro, des chaussures, des galoches avec velcro, etc. Tout ça pour l'aider à retrouver la joie de vivre, capable de vraiment être, participer dans les événements familiales et les visites organisées. À un moment donné, euh, on est allé à l'époque là, à Ottawa, il y avait un train qui allait sur le bord là, de rivière des Gatineaux, là, qui allait jusqu'à Chelsea ou dans ce bout-là. Là. On avait été faire un voyage de même, puis évidemment, je l'amenais voir, je retournais à la campagne au Québec, puis voir ses amis là. Alors, c'était vraiment une période fort intéressante. Euh, Malheureusement, ce qui se passe dans la réalité canadienne comme nous avons maintenant, c'est que près de 100% des aînés désirent demeurer dans le domicile de leur choix. Et d'où le titre Vieillir chez soi, oui, c'est possible. Les chutes représentent la première cause de blessure chez les aînés. Et de ça, chez les personnes âgées de 65 et plus, représente 61% des décès par blessure et 81% de l'hospitalisation. Ça, c'est des chiffres là, de 2019, 20, 2021, dépendamment là, des éléments. Le coût est plus récent. Les chutes entraînent plus de 5 000 décès par année, 95 000 hospitalisations, au-dessus de 400 000 visites à l'urgence et 28 000 invalidités par année chez les aînés. Les blessures dues aux chutes de personnes âgées coûtent au système de soins 15,3 millions de dollars par jour. Et les principaux causes de chute, et d'où la raison de mon livre, c'est chutes sont sur le même niveau, autrement dit, sur le plancher où les gens habitent, que ce soit au rez-de-chaussée, dans un condo ou un appartement. Ensuite, des chutes impliquant des meubles. Une des choses qu'on remarque souvent, c'est que au cours de nos années, on a accumulé, on a des meubles, on a des tables, des coussins, on a des poufs, etc. Puis à un moment donné, on se retrouve avec des pièces où nous habitons, salle à coucher, chambre de bain, le salon, la salle à dîner, trop de meubles, qui fait que c'est comme un genre là, de maze, de labyrinthe, essayer de déambuler. Et puis même à une couple de reprises, j'ai trouvé des vidéos où dans des centres de retraite, les gens tombaient à cause qu'il y avait trop de meubles. C'est tellement encombrant et tellement tassé que ça cause. Alors, c'est vraiment des chutes impliquant des meubles. Et puis, le troisième, c'est des chutes dans les escaliers. Soit qu'il n'y a pas de rampe, ou il n'y a pas, au moins, il y en prendrait au moins une rampe. Il est préférable d'en avoir deux. Mais s'il n'y a pas de rampe du tout, bien ça, c'est très difficile et très dangereux. Évidemment aussi, c'est du tapis, même si c'est du bois, mais c'est glissant, etc. Alors, ça prend vraiment des choses là, qui doivent être faites pour améliorer euh, la qualité de vie. Alors de là, ben, pourquoi est-ce que le livre, quels étaient mes objectifs quand j'ai fait la recherche de ce livre-là? Je l'avais fait pendant près de 15 ans.
Donc, j'avais une certaine expérience, mais mon expérience était basée sur ce que moi, j'avais vécu avec ma mère. Donc, j'ai décidé de faire une recherche exhaustive sur le web pendant à peu près une période de quasiment 4 mois. J'ai fait une recherche sur les causes de trébuchement et des chutes qui peuvent mener à des blessures graves et à la mort. Et mondialement, en Europe, ici évidemment au Canada, aux États-Unis, différents pays d'Europe, pour découvrir il y a des pays qui sont très avancés au niveau d'avoir trouvé des façons pour protéger leurs aînés. Et les principaux types de chutes, comme je disais tantôt, c'est soit sur le même niveau, soit donc des obstacles, des tapis, des moquettes ici et là, qui sont glissantes, des planchers glissants, surtout devant les éviers, devant partout où il y aurait de l'eau, qui aurait pu aussi, si les gens ont des animaux de compagnie, et puis surtout les chiens ont tendance à pousser le bol de viande, de nourriture ou d'eau, et ça fait l'eau peut être étendue sur le plancher. Les chutes impliquant des meubles, bon, la proximité, les meubles possiblement, la quantité, l'aspect labyrinthe d'affaires de déambuler, et aussi l'éclairage souvent dans nos maisons, pour éclairer, lorsqu'il commence à faire noir, les lumières sont dans la pièce. Il n'y a pas d'interrupteur en rentrant, ce qui veut dire qu'il faut rentrer dans la pièce pour avoir de l'éclairage. Et ça, c'est une autre cause de chute. Et évidemment, comme tantôt je disais, la chute dans les escaliers, l'absence de rampe, les éclairages, souvent l'éclairage n'est pas nécessairement disponible. Alors, ce qu'il faut mettre, ce sont des systèmes d'éclairage euh, qui sont à batterie et qui sont au mouvement. Autrement dit, il y a un système, c'est pas trop dispendieux. Et puis, à mesure que vous approchez d'un endroit qui est sombre, la lumière s'illumine parce que le système vous voit et donc illumine. L'identification de solutions sans ou à peu de coûts aussi pour éliminer ou minimiser les chutes était mon premier focus. Quand j'ai commencé ma recherche, ce que je trouvais, il y avait beaucoup de solutions, mais beaucoup de solutions dispendieuses. Et je connais très peu d'aînés qui ont un 5, 10, 15 000 dollars dans une armoire à attendre, qui peuvent à dépenser. Alors, c'était vraiment important pour moi de trouver des solutions qui avaient peu de coûts ou sans coût. Comme réorganiser sa cuisine, il n'y a pas de coût à ça. C'est du temps avec les enfants, avec des amis. On fait l'inventaire, on élimine les choses qu'on n'utilise plus. Ma mère, quand j'ai fait ça pour ma mère dans sa maison à la ferme, j'ai trouvé le gaufrier qu'elle avait eu en 1935 lorsqu'elle s'est mariée. Il ne marchait plus parce que le fil n'existait plus. Évidemment, 1935, ce n'est pas d'hier. Alors, à l'époque, c'était en métal, ça, alors je l'ai recyclé, mais ça prenait de l'espace pour rien. Alors, souvent, on a des choses qu'on n'utilise plus. Donc, il faut vraiment faire un nettoyage de la cuisine et des placards et des penderies, etc. Et aussi, vu que je suis praticien en développement organisationnel, euh, à mesure que j'écrivais le livre, je disais, bon, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Moi, je l'ai fait. Puis là, c'est là que j'ai développé 9 outils, des instruments ou des outils pour faciliter l'identification des risques et d'écrire des techniques pour améliorer la qualité de vie, la sécurité et le confort dans le domicile de son choix. Alors, c'est vraiment quelque chose que je voulais assurer pour que tout le monde soit plus confortable et rester chez soi aussi longtemps que c'est possible. Euh, en tout cas, c'est certainement moi, à Maxville, j'ai acheté ici il y a maintenant 21 ans. Et c'est un plein pied, un bungalow. C'est à la campagne. Mes voisins, c'est des chevreuils, puis des oiseaux, puis des dindes sauvages. Et puis, mais ça me permet d'avoir un jardin, puis d'être tranquille, puis tout sur le même niveau, etc. Alors, c'est vraiment, pour moi, c'était un choix. Les outils, je mentionnais que j'ai des outils, j'ai mis la liste là.
Le premier outil, c'est auto-évaluation des éléments positifs et négatifs. Autrement dit, est-ce que je veux rester dans mon domicile que j'ai présentement? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Alors, c'est un outil que j'ai développé, qui est dans le livre. C'est expliqué dans le livre. À la fin du livre, il y a des formules, formulaires vierges qu'on peut ensuite compléter. Ensuite, il y a une liste de risques pour l'extérieur. Alors, quels sont tous les risques possibles qu'on peut avoir, même lorsqu'on habite dans un condo ou un bloc appartement, ils avaient un extérieur, il faut rentrer. Alors, s'il y a des risques, ben, à ce moment-là, on peut les identifier puis en parler au propriétaire ou bien donc à l'organisation du condo, à l'administration du condo. Pour réaménager sa cuisine, bon, ben, j'ai deux outils que j'ai développé et comment vraiment identifier les choses qu'on a besoin régulièrement, occasionnellement et évidemment qu'on n'utilise plus. J'ai aussi mis une liste de risques pour l'intérieur, donc pièce par pièce, tous les endroits, les choses qui peuvent créer un risque de trébucher et de tomber et de se faire mal. Et puis, il est possible de tomber, puis pas se faire mal, mais il est aussi possible de tomber et de se faire mal et de briser. Et une hanche, un poignet, un bras, etc. Alors, il faut vraiment... récemment, durant les fêtes, j'ai été voir ma sœur. Ma sœur, elle a, mon Dieu, quel âge qu'elle a? Elle a 87 ans. Et puis, pendant qu'on jasait, à un moment donné, son téléphone a sonné, et puis elle se lève, puis elle court au téléphone. Je la regardais aller, elle revient, j'ai dit, je pense que j'ai répété 10 fois, jamais, jamais, jamais courir au téléphone. Pourquoi courir au téléphone? Ils vont laisser un message. S'il n'y a pas de place, ils vont rappeler. C'est trop dangereux de courir au téléphone. Alors, je pense qu'après la 10e fois que je lui ai dit, là, je pense qu'elle a compris. Mais c'est des choses là, qu'il faut faire attention. J'ai fait aussi une liste pour améliorer la qualité de vie. Advenant qu'il y a des choses que vous voyez qui vous seraient utiles, euh, par exemple, une chose que j'avais faite là, pour ma mère, elle avait une difficulté de s'asseoir et de se relever de la toilette. Alors, plutôt que de changer la toilette, qui est très dispendieux avec un plombier, puis bon, là, tout ça, j'ai acheté un siège d'extension ça donne à peu près environ 5 pouces de plus. Puis il y a des poignées chaque côté. C'est facile à installer, c'est facile comme aussi facile que trancher du beurre. Et puis, à ce moment-là, ben, au lieu de dépenser plusieurs milliers de dollars avec un plombier puis une nouvelle toilette, ben, on parle de moins de 100 dollars pour l'extension. Et puis j'ai des références que je mets sur mon blog, sur mon site web et dans le livre où on peut trouver ça. Puis la liste pour améliorer la qualité de vie, c'est d'en faire la liste des choses que vous voyez qui vous seraient plus faciles, mais de ne pas se garrocher et aller tout dépenser ça d'un coup. Parce que honnêtement, je peux vous dire, après avoir fait la vérification moi-même, là, à peu près tout vient en vente à un moment donné ou à un autre. Alors, si on fait la liste, puis on check, on vérifie les prix, à un moment donné, ben, ce qu'on cherche, il y a une place, entre autres, moi, ça s'appelle agecomfort.com. Et puis, durant les fêtes, là, mon Dieu, tout, là, puis là, ils ont un catalogue qui vient de sortir, puis présentement, cette semaine, là, ils ont un escompte de 10%, etc. Alors, c'est vraiment, c'était pour faciliter, pour pas trop dépenser d'argent pour venir quand il y a des choses qui vont en vente à un moment donné. Pour quelqu'un qui a les moyens, qui décide de faire des changements plus importants, plus coûteux, comme par exemple dans un escalier, s'il n'y a pas de chambre de bain au rez-de-chaussée, faire installer un escalier mobile qui suit le bord de l'escalier pour monter au deuxième étage. Bon, ben, j'ai mis un outil qui s'appelle les facteurs décisionnels pour vous aider à déterminer quel genre de budget, comment ça coûterait, etc. Y a-t-il des choses que vous avez à réfléchir? Et évidemment aussi, les derniers, il y a deux outils pour diminuer ses possessions, parce que lorsqu'on déménage, quand un moment est déménagé de la ferme de, de 15 pièces,
il était évident que je ne pouvais pas tout apporter. Surtout, les plafonds étaient des plafonds de 12 pieds. Au moment, il y avait des meubles dans cette maison-là on ne pouvait pas apporter parce que les plafonds de 12 pieds, c'est plutôt rare. Alors, j'ai deux outils là-dedans pour comment diminuer ses possessions pour être capable de garder les choses qu'on utilise plus fréquemment. J'ai mis ici quelques ressources. J'ai découvert par pur hasard, mais je voulais vous le partager. Au Québec, l'Association des psychologues, je ne me trompe pas, là, ils ont créé un site web qui s'appelle Au fil du temps. Ça présente des textes, des balados. Balados, j'ai dû fouiller, je ne savais pas ce que c'était, c'est des podcasts et des vidéos pour mieux comprendre la réalité des personnes vieillissantes et de leurs proches. C'est en comprenant mieux le fonctionnement du cerveau des personnes âgées que nous pourrons collectivement agir avec davantage de bienveillance auprès d'elles. Parce que souvent, les enfants ont fait des choses, même ça m'est arrivé avec moi, avec ma mère, de prendre des décisions sans penser euh, l'impact. OK? Puis à ce moment-là, il faut prendre un peu de recul. Alors, c'est vraiment. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le site web là, au fil du temps, Point Québec. Et puis, ils ont aussi un système qui s'appelle les balados au fil du temps. Alors, c'est un autre site web là, que vous pouvez. Ça va être affiché, c'est enregistré, donc ça va être affiché. Donc, vous pourrez euh, vraiment faire le suivi là-dessus. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, surtout lorsqu'on parle avec des aînés qui ont un début peut-être là, de perte de mémoire ou de démence tranquillement. Puis, la vieillesse, on le voit, on voit les cheveux gris, on voit la peau plissée, etc. Mais le cerveau, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vieillit. Et surtout les gens, les aidants proches, c'est important d'être capable de prendre du recul là-dessus. Alors, ceci est ma présentation sur la bienveillance et la bientraitance. Ben, merci Jean-François, très intéressant. Et j'ai comme l'impression qu'il y a encore beaucoup de ressources et d'informations, d'informations qu'on peut aller chercher sur ton site web. D'ailleurs, on a mis dans la boîte de clavardage l'accès direct à la page des ressources que tu peux offrir, là, comme ton livre, Vieillir chez soi, et aussi les outils. Ça me semble être très intéressant. Donc, merci pour cette présentation-là. Maintenant, j'ouvre à tous. Vous pouvez soit, bon, vous pouvez lever la main en cliquant sur Réaction. Si vous avez des commentaires, des questions, allez-y, la parole est à vous et Jean-François va se faire un plaisir de compléter si jamais il y a des informations additionnelles que vous aimeriez entendre ou des questions particulières. Pas de questions, pas de commentaires. Oui, Vita, t'as levé la main? T'es en sourdine, Vita? Oh, ça fait. C'est que moi, quand vous parlez de lumière puis tout ça pour se déplacer dans l'appartement, j'ai eu un cadeau de Noël de mon gendre puis ma fille, un Alexa. Vous connaissez Alexa? Oui, C'est merveilleux. Ça, j'ai pas besoin de me lever, j'ai besoin du radio, j'y demande, j'y parle, puis ça allume les lumières aussi quand la noirceur arrive le soir, ça se fait automatiquement. À distance, je peux fermer mes lumières même si je suis pas à la maison. Fait que c'est toutes des choses c'est merveilleux. Moi, Alexa, là, c'est ma compagne. vous Fait avez que, un bon gendre, c'est un bon monsieur. oui, ben, c'est parce qu'il fallait que je compte tout le temps. Il faut toujours compter la minuterie de mes pilules. Fait qu'il y a une pilule qu'il faut que je compte avant chaque repas, 30 minutes. Fait que j'y demande, puis ça sonne quand c'est le temps. J'ai pas besoin de me lever pour aller les fermer. J'y demande juste d'arrêter. C'est tout. Fait que c'est merveilleux. Oui, Puis c'est connecté sur l'Internet. Fait que le coût de la charge, je sais pas c'est combien,
mais c'est sûrement pas tellement dispendieux. Excellent. Et Euh, comme, pour les gens qui n'ont pas accès à Alexa, pour les lumières, il y a des minuteries qui se vendent dans les quincailleries. Vous pouvez mettre des minuteries, c'est comme un cadran. Puis vous décidez à l'heure que ça loupe, à l'heure que ça ferme. Et puis à ce moment-là, ben, ça va ouvrir les lumières, etc. Pour les pilules, bonne idée pour Alexa, je n'avais pas réfléchi à ça. Moi, j'ai acheté ça à la pharmacie. Là, c'est une affaire qui est divisée en 7 jours. Je les prépare, je mets mes médicaments là, pour le matin. Moi, c'est le matin et le soir. Et puis, ils sont sur la table de la cuisine. Donc, c'est une autre façon. Il y a des choses la technologie peut vraiment nous aider avec ça. Alexa est un bon système. Mais si pour les gens qui n'ont peut-être nécessairement pas accès à la technologie, dépendamment des fois, le Wi-Fi, moi je demeure à la campagne, puis quand il neige ou il pleut, ben, je n'ai pas de Wi-Fi. Là, ça ne marche Ah pas. bon? Alors, mais il y a différentes façons de faire ça. c'est bon. Maintenant, il y a la main levée de Dr. Paul-André Gauthier. Euh, Allez-y. Moi, je vais suggérer également, par rapport aux pilules, Alexa, là, j'aime l'idée, c'est une excellente idée. Et on peut même programmer Alexa pour quand est-ce prendre les pilules. Mais si on n'a pas Alexa, on peut utiliser également la tablette ou le téléphone cellulaire, euh, même sans Wi-Fi ou sans connexion Internet, pour programmer la prise des pilules. Et on peut dire, bon, ben Alexa, à 8 heures le matin, là, pas Alexa, tu programmes à 8 heures tous les matins, à midi, à 7 heures et à 11 heures le soir. C'est que ça permet d'avoir un rappel automatique, soit sur la tablette ou sur le téléphone cellulaire. Oui, très bon point. Merci. Comme tu disais, Jean-François, au début, la bienveillance commence par soi-même et il faut savoir comment s'offrir un environnement bienveillant pour nous-mêmes, mais on ne sait pas toujours de quelle façon on peut améliorer notre situation pour s'éviter des mauvaises situations ou des chutes comme exemple que tu mentionnais. Est-ce J'ai qu'on hâte peut de mettre la voir. première diapositive entre la différence entre les deux, s'il vous plaît? Oui, Jean-François, es-tu Pardon, je n'ai pas capable? compris. Peux-tu mettre la première diapositive, ta diapositive du début? On a tous, euh, on a tous une petite voix pour parler de bienveillance de soi, là. Et puis, on a deux voix. Puis ça, c'est un peu une histoire d'une amie autochtone qui m'a raconté. C'est comme on a deux loups qui nous parlent. On a le bon loup, puis on a le mauvais loup. Et souvent, on a tendance à écouter le mauvais loup. Alors, ce sont les côtés négatifs de soi. Oh, je ne suis pas assez bon, euh, je suis trop gras, je suis trop mince, je suis trop grand, je suis trop court, je suis trop vieux, je suis trop jeune, tu sais, etc. Alors, on a tendance à faire ça, mais il ne faut pas oublier la bonne voie, puis réagir, puis accepter, on est ce que l'on est, et puis, on s'est rendu où on est rendu aujourd'hui parce qu'on a fait des choix. Puis, bon, ben, c'est ça. Et puis, il faut écouter plus la bonne voix. Et puis, de focusser. Puis, lorsqu'on tombe, lorsque la voix, lorsque le mauvais loup nous parle de façon négative, il faut dire non, non, et regarder vraiment à soi. Et ça veut dire, par exemple, prendre un peu de recul, prendre un peu de réflexion, aller prendre une marche pour réfléchir et pour changer le bobo de place un peu. Tout ça pour vraiment être capable là, d'être bienveillant envers soi, de dire, bon, ben oui, oui, on est humain. C'est évident, on est humain. Alors, veut pas, on a des faiblesses, mais on a aussi des succès, on a aussi des forces et de ne pas oublier nos forces et nos capacités. Et à ce moment-là, lorsqu'on est capable d'être bienveillant et d'accepter, si on fait une erreur, on fait une erreur, on s'excuse, si c'est envers quelqu'un, on s'excuse, puis on prend la leçon
de ne pas la répéter. Et puis, c'est des choses vraiment qui, tu sais, hier, là, j'en revenais pas. Quand je suis allé à Ottawa, comme je disais tantôt, et puis, les gens qui ils sont pressés, OK, ils sont pressés, peut-être partir un peu plus de bonheur, et puis qui coupent le monde, puis euh, tu sais, ils arrivent à un coin de rue, puis il y a du monde, puis ils n'ont même pas la lumière. Les piétons ont le droit de passage, puis les gens avancent là, pour les pousser quand. Tu sais, je veux dire, c'est des choses. Ben ça veut dire qu'eux-mêmes, dans leur soi, ils sont pas tolérants de eux, ils sont agressifs, ils sont agressifs envers eux. C'est pour ça que c'est vraiment nécessaire là, de commencer par le soi, d'être bienveillant envers soi, d'accepter qu'on a des forces et des faiblesses, et puis qu'on est capable de gérer ça d'une façon plus appropriée. L'exemple qui a été donné tantôt d'Alexa fait partie des outils reliés à l'intelligence artificielle et je pense que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Et il ne faut pas se dire que c'est pour les plus jeunes, parce que l'utilisation peut être très simple, mais l'intelligence artificielle va aussi favoriser la sécurité des personnes, bon, personnes aînées ou des personnes vulnérables ou simplement notre, notre- notre mode de vie. Et j'ai écrit un article dans notre Vivre Plus au mois de novembre pour tenter de démystifier ou inviter les gens ou inciter les gens à se familiariser avec ce que c'est l'intelligence artificielle. Et de nos jours, on entend beaucoup parler, puis on entend parler de ChatGPT. Mais allez sur Internet, googlez, j'ai l'expression, mais ChatGPT, free online, et posez-lui des questions, toutes les questions que vous voulez. Et vous allez voir, c'est incroyable ce que ça peut produire. Mais c'est juste un exemple, dans le fond. Et il y a des outils comme ça qui peuvent améliorer notre vie, nos conditions. Et évidemment, ce sont des outils qui vont se développer encore davantage. Et avec tout le respect que j'ai pour la personne humaine, même au niveau médecine, j'anticipe le jour où nos premières consultations médicales vont se faire à travers l'intelligence artificielle ou tout simplement un accès à un outil comme ChatGPT. Ceci étant dit, oui, docteur Gauthier, vous avez une autre question, commentaire? Oui, un commentaire sur le chat GPT. Dans le domaine de la santé, nous, on est en train de le tester. Il faut faire très, très, très attention. C'est une machine qui regarde n'importe quoi, là, hein? Et on n'en est pas là encore. Moi, ce que je vais suggérer pour ChatGPT, c'est de demander à ChatGPT de vous trouver des sites d'information reconnus qui vont vous donner de l'information plus précise. Mais il faut faire très attention, là. Euh, Parce que nous, on revoit les éléments pour dire, hey, ça n'a pas de sens, là. Si le monde font ce que ChatGPT recommande, là, il y en a qui vont être dans la merde. Excusez le mot, là, mais on va être dans la merde. Il faut faire vraiment attention. Mais moi, je dirais toujours, dans les cas de doute, consultez votre professionnel de la santé, la famille praticienne ou le médecin. Mais ChatGPT, cherchez des sites d'information reconnus. Absolument. Et merci parce que oui, il faut être faut faire attention. Puis je vous remercie de ces mises en garde-là, parce que c'est très vrai. C'est un outil qui se développe, c'est un outil qui est en développement et on ne peut pas utiliser le produit à froid sans pouvoir l'apprécier ou être capable de l'apprécier parce que, euh, bon, il y a encore des dangers. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, oui, Samia, vas-y. T'es en sourdine, Samia. Désolée. Désolée. Alors, moi, je voudrais vraiment remercier Monsieur Jean-François parce qu'en m'enregistrant pour ce webinaire, je ne m'attendais pas à cette approche que je trouve très pragmatique, basée sur une grande expérience réelle et beaucoup de recherche et beaucoup de patience ici aussi.
Vous avez attiré mon attention à cette tendance de décombrement. C'est comme décombrement ou decluttering, comme on dit en anglais, comme un concept qui vise le bien-être et que tout objet doit avoir sa fonction qui répond aux besoins de la personne à un certain moment de la vie, de sa vie, bien sûr. Euh, et puis, ça reste justement, ça me touche énormément parce que j'ai aussi ma maman qui vit toute seule et que j'arrive pas à convaincre de faire le ménage, c'est-à-dire de se débarrasser de ces objets auxquels elle s'attache énormément et qui n'arrive pas à arrêter de se trébucher pendant la journée dans ces objets qui ne servent vraiment à rien. Et ici, je sens que je ne suis pas suffisamment bienveillante pour la convaincre et de trouver la solution pour la convaincre de laisser le juste nécessaire pour simplifier sa vie et pour la protéger. Donc, merci, vraiment merci beaucoup pour cette approche et pour tout ce travail. Merci. Bon, ben, merci, Samia. Euh, En fait, on peut terminer là-dessus, mais avant que vous partiez, j'aimerais peut-être juste vous mentionner, euh, aujourd'hui, c'est la reprise la semaine dernière, on a eu des problèmes techniques et notre présidente du réseau de prévention de la maltraitance, Denise Lemire, était là la semaine dernière, mais cette semaine, elle est absente, elle ne pouvait pas être avec nous. Denise est la présidente du réseau. Et si vous avez besoin ou des commentaires à faire, des demandes particulières, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et aussi, n'hésitez pas à consulter notre site de la FARPO. Vous allez voir la programmation qu'on peut offrir, en fait, dans tous les domaines, mais si vous allez sous l'onglet RPM AFO, maltraitance, vous allez voir les ateliers qu'on peut offrir dans les prochaines semaines et le prochain et le 1er février, en fait, qui va porter sur le droit des aînés, exploitation et abus des aînés, définir l'exploitation et l'abus, tout sur le droit des aînés. Quels sont les recours en cas de mauvais traitement, les prises de décision et les autres ressources. Et c'est un webinaire qui se tiendra le 1er février à 10 heures avec Maître Marie-Pierre Bérubé-Côté, qui est du Centre d'information juridique de l'Ontario. Donc, le 1er février. On a aussi, et ce n'est pas encore sur le site, mais ça va l'être dans les prochains jours, le 22 février, on aura une personne conférencière, Roxane Boudreau de Osano, qui est l'organisme de soutien aux aidants naturels. Et elle va faire une présentation sur, en fait, la bienveillance, l'aidance naturelle ou les aidants, ce sont des personnes bienveillantes, mais elle va aborder le sujet de l'aidance dans un contexte de comment éviter les risques de négligence et même parfois qui mènent à une certaine forme de maltraitance, mais surtout de la négligence. Donc, ça va être l'objet de sa conférence le 22 février. Donc, encore une fois, je vous invite à visiter notre site et aussi, pour faciliter votre tâche, je vous invite à joindre la Farfo, à adhérer comme membre de la Farfo. C'est 10 dollars, c'est à vie, et ça va vous permettre de recevoir régulièrement les informations sur ce qu'on peut offrir. Mais aussi pour nous, la Farfo, qui est un organisme de représentation, des droits des aînés retraités francophones de l'Ontario pour l'amélioration des services en français. Et je vois Janine Proux, qui est aussi du réseau des services de santé en français. En fait, notre rôle, c'est d'être la voix des aînés retraités pour l'amélioration des services en français aux aînés. Donc, plus on a de personnes qui nous appuient, plus les francophones sont en arrière de la FARFO, ben, ça nous permet d'avoir une voix encore plus forte lorsqu'on fait des représentations auprès des gouvernements pour revendiquer des droits ou des mesures qui vont favoriser le bien-être des aînés. Donc, je vous invite à visiter la Farfo et à adhérer à la Farfo. C'est 10 dollars à vie et vous allez être sur nos listes pour l'éternel. Une dernière question peut-être, Paul-André?
Un commentaire. À Sudbury, il y a quelques semaines, nous avons eu une présentation sur la fraude à l'Internet et téléphone et même la fraude incluant le chat GPT maintenant, qui utilise des voix et des images qui reflètent peut-être les membres de la famille. Cette présentation-là a été faite par le service de police de Sudbury. Elle était faite en français. Nous étions 72. Et c'est un dîner-causerie qui a été très populaire. Les gens ont dit, parce que la dame, elle met à jour ses informations au fur et à mesure que ça sort, là. Ça a été pour plusieurs une révélation parce qu'on ne réalise pas tellement on est sujet à des fraudes, même si on pense qu'on est exempt. Moi, le premier. Non, C'est que juste cette absolument. petite information. Absolument, merci. Puis oui, c'est quelque chose qu'on pourra offrir à nouveau dans l'avenir. Et c'est rendu tellement sophistiqué encore ce matin, avant notre réunion, je reçois un appel de la Banque de Montréal et c'était un robot, mais la personne réagissait comme si c'était une personne humaine. Je l'ai coincé à un moment donné dans la conversation et pouf, ça a comme arrêté et j'ai tout simplement raccroché. Mais c'est incroyable le niveau de sophistication et de risque en bout de ligne dans lequel on peut tomber avec ces nouvelles technologies-là. Si Merci je du peux, commentaire. je peux juste faire un commentaire pour les téléphones, là. Tous les fournisseurs pour nos téléphones, Bell, Rogers, Telus, sont obligés d'avoir le système anti-robot. Et c'est gratuit, tout simplement communiquer avec eux. Et ils vont le faire activer sur votre téléphone. Et ce que ça fait, c'est que ça empêche un robot de vous rejoindre parce que le système demande, lorsqu'il téléphone, moi je l'ai sur mon téléphone puis sur mon cellulaire, quand quelqu'un m'appelle, c'est un robot et le système leur demande un chiffre entre 0 et 9. Le robot ne comprend pas ça. Donc, le téléphone ne passe pas. Moi, j'ai réduit 90% de mes appels robotiques depuis que j'ai ça. Très intéressant comme information et j'invite à le faire parce que oui, on peut se faire prendre et n'importe qui peut se faire prendre. Je me suis déjà fait prendre. Puis bon, on est tous vulnérables parce que les moyens, encore une fois, deviennent tellement sophistiqués qu'on ne sait plus si c'est du vrai ou du faux. Ceci étant dit, Parfait, euh, merci. je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence et continuez à nous suivre. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci encore et bonne fin de journée. Restez au chaud. Merci. Au revoir.